Bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire. Merci de passer un petit moment avec nous, on est ravis. Un webinaire consacré aux biotechnologies et soft IP, un sujet extrêmement important puisque dans le domaine des biotechnologies, lorsqu'on démarre, généralement, on se focalise, et c'est à juste titre, sur la partie brevet, la hard IP, et on a une petite tendance à négliger le soft IP qui vient généralement dans un second temps. On parle d'expérience parce qu'au cabinet Dreyfus, on a l'habitude et on conseille de nombreuses biotechnologies sur leur soft IP, à la fois sur le droit des marques et sur l'Internet. Avant de commencer, quelques mots sur le cabinet Dreyfus. Donc, le cabinet Dreyfus, donc on est une profession réglementée, conseil en propriété industrielle, donc avec des règles d'indépendance, d'éthique, et on a une activité qui est consacrée à la propriété intellectuelle, aux nouvelles technologies. Notre ADN, c'est vous protéger dans le monde virtuel autant que dans le monde réel. Donc, l'activité, nos compétences, elles sont transverses. On a à la fois des compétences juridiques, des conseils en propriété industrielle, des avocats, mais également techniques, des ingénieurs, non pas ingénieurs brevets, mais des ingénieurs informatiques pour la partie Internet. On essaie d'avoir une vision à 360 degrés de la propriété intellectuelle avec une expertise pointue et personnalisée. On est en fait une équipe pour nos clients, business partner, un business partner, et on est réactif et dynamique. On a développé au cabinet une plateforme qui s'appelle Dreyfus IP Web, où on donne accès à tous nos clients, à leurs dossiers, à leur portefeuille de marque, de nom de domaine et à la facturation. Donc, notre expertise, c'est la soft IP. Donc, c'est les brevets. Ça peut être les brevets aussi, quand c'est en matière contractuelle, invention de salariés. On ne fait pas la rédaction des brevets, mais on fait tout ce qui est juridique autour. Les marques, le droit d'auteur, les dessins et modèles, les nouvelles technologies, les contrats, le contentieux, les questions de conformité, très importantes quand les biotech grossissent, les réseaux sociaux, les noms de domaine. Donc aujourd'hui, pour ce sujet passionnant, vous allez écouter des juristes de choc, Soraya, Lida et Isor. Et sans plus tarder, je leur passe la parole. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Donc, du coup, on va commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet. Donc, pour vous présenter le programme du webinaire, ça va s'articuler en 3 parties. Donc, on va d'abord aborder comment est-ce que vous pouvez vous protéger par le droit des marques. Ensuite, on va voir les précautions à prendre et les points à surtout ne pas oublier. Et enfin, on va finir sur la stratégie de protection à mettre en place sur Internet. Alors, donc, on va commencer par la première partie sur le droit des marques. Donc, en fait, dans les biotechnologies, on sait que les protections, elles vont souvent passer par le dépôt de brevets, mais c'est très important de ne pas négliger le droit des marques, puisque ça va vous présenter plusieurs avantages. Donc, tout d'abord, ça va vous permettre d'avoir le monopole sur le signe que vous aurez protégé. Et ce droit, il va être renouvelable indéfiniment, c'est-à-dire que voilà, si vous voulez garder votre protection au titre des droits de marque sur plusieurs dizaines d'années, c'est possible simplement en renouvelant vos droits antérieurs. Ça vous permet aussi de mettre en place une réelle stratégie marketing et commerciale en mettant en jeu justement vos droits de marque et de protéger les investissements que vous allez réaliser pour le lancement de tout type de projet. Par ailleurs, c'est aussi requis pour pouvoir exploiter dans certains pays, notamment la Chine. Pardon. Alors, il faut savoir que le droit des marques, c'est aussi très utile pour se défendre sur Internet. Donc, ça va être un outil qui va être particulièrement puissant pour se défendre contre les atteintes, notamment le cybersquatting, le typo-squatting, le phishing, mais aussi les faux sites Internet, les faux comptes sur les réseaux sociaux. Tout ça, quand vous avez des droits sur vos marques, vous allez pouvoir les faire jouer justement pour lutter contre ces atteintes. Il y a aussi un certain nombre de procédures qui ne vont pas vous être accessibles si vous ne pouvez pas justifier d'un droit de marque. Alors, avant de
protéger vos droits en tant que marque, ce qui est très important, c'est d'obtenir une photographie de l'existant. Donc, il va falloir conduire un audit avec des recherches d'antériorité. Et pour avoir la recherche la plus complète possible, on va la faire parmi les marques, mais aussi les dénominations sociales, les noms commerciaux et les enseignes, et aussi les noms de domaine. Donc, une fois que vous avez procédé à l'enregistrement de votre marque, il ne faut surtout pas oublier de mettre en place la surveillance de votre marque. C'est également très utile parce que ça va permettre de détecter tous les dépôts qui vont être identiques ou similaires à votre signe sur les territoires de votre choix. Donc, ça peut être la France, l'Union européenne, le monde, et de pouvoir agir par le biais de l'aide de mise en demeure ou d'opposition contre tout signe qui pourrait faire atteinte à vos droits de marque. Ça va permettre également d'éviter la dilution de votre marque. Alors maintenant, moi, je vais vous parler des biotechnologies et puis principalement de quel type de marque on peut protéger dans ce domaine-là. Alors, plusieurs marques sont protégeables. Parmi elles, on trouve notamment la marque verbale qui est composée exclusivement de mots ou de lettres ou encore de chiffres ou d'autres caractères typographiques standards ou bien d'une combinaison de tous ces éléments. On a aussi la marque figurative qui emploie des caractères, une stylisation, une mise en page qui est non standard ou encore une caractéristique graphique ou bien une couleur. Et ça peut être par exemple, donc pour une marque verbale, vous avez Snapchat. Pour une marque figurative, vous avez ici celle qui a été déposée par Google. Et vous avez aussi des marques figuratives qui comportent des éléments verbaux, par exemple celle ici qui a été déposée par LinkedIn Corporation. Cependant, il ne faut pas négliger non plus les marques de mouvement. La réforme du paquet marque qui a récemment été transposée en droit français a été l'avènement de nouveaux types de marques. Maintenant, vous pouvez déposer des marques de mouvement qui sont des marques qui consistent en fait en un mouvement ou un changement de position des éléments qui la composent. Une marque multimédia qui comporte à la fois son et image. Vous avez un exemple ici. Vous avez aussi la marque hologramme qui est composée d'éléments qui a des caractéristiques holographiques. Donc, cela peut être un fichier image qui induit le caractère holographique. Voilà. Alors, envisager le dépôt de la marque dans les pays de diffusion, dans la version originale ou dans une version traduite, c'est essentiel. Et si votre activité ne s'exerce pas uniquement en France, mais aussi à l'étranger, il est fortement conseillé d'étendre la protection de votre marque au-delà des frontières. Pour ceci, il y a 3 options qui sont possibles. Vous pouvez déposer une marque pays par pays, vous pouvez déposer une marque de l'Union européenne, et puis vous pouvez déposer une marque internationale. Maintenant, il y a quelques points importants lorsque l'on monte une stratégie pour des marques dès la genèse du projet, c'est-à-dire qu'il faut à tout prix, dès le début, éviter par exemple les dépôts frauduleux, une divulgation. Il faut aussi choisir ses batailles, c'est-à-dire qu'il faut déterminer un territoire limité, mais qui soit adapté. Et pour ça, il faut aussi penser aux droits de priorité. Il faut également penser global et digital. Digital parce qu'il faut également penser à protéger les noms de domaine au moment du dépôt de votre marque. Et évidemment, faire attention aux spécificités de la loi applicable dans le pays du dépôt et des différences d'appréciation dans les différents pays. Par exemple, des noms de famille aux États-Unis. Il faut aussi anticiper des difficultés qui peuvent être liées à l'enregistrement d'une marque. Par exemple, il y a une décision Booking.com de la Cour suprême des États-Unis qui a été rendue en juin 2020, où la Cour a rendu cette décision dans une affaire Booking et a rejeté une règle selon laquelle une marque proposée qui consistait en la combinaison d'un terme générique et d'un domaine générique de premier niveau, comme le .com, cette marque était automatiquement considérée comme étant générique. Alors, merci Isor de nous avoir parlé des marques, merci Nida aussi. À présent, on va s'attaquer au logiciel, donc ce n'est pas une mince affaire. Allons-y. Alors,
des précautions à prendre, évidemment. Donc, en fait, quand on utilise un logiciel, ce logiciel est soumis à une licence. Donc, il y a 2 types de licences qu'on oppose généralement. La licence propriétaire, donc qui implique des droits réduits, c'est-à-dire que vous n'avez le droit d'utiliser le logiciel. Vous avez le droit d'utiliser le logiciel, mais vous ne pouvez pas aller plus loin. Tandis que dans la licence dite libre ou open source, on a accès au code, donc on peut l'utiliser, on peut le modifier, on peut le réemployer, sous réserve des conditions qui s'appliquent. Donc, c'est vraiment un accès plus large. Donc, il faut vraiment faire attention au type de licence qui s'applique au logiciel. Alors, quelles sont les précautions qu'il faut prendre? Donc, avec la licence non permissive, c'est très simple. On peut le modifier et le redistribuer, mais sous une licence imposée. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui s'appliquent. Ça peut être, par exemple, la mention d'un copyright que vous allez devoir reprendre. Et donc, vous ne pouvez pas vous écarter des règles qui sont posées. Alors que dans la licence permissive, vous êtes libre de modifier le logiciel et de le redistribuer avec des règles que vous aurez définies vous-même, ce qui peut être très pratique quand on crée un nouveau logiciel. Mais il faut faire attention à la compatibilité entre les licences. C'est-à-dire que si vous prenez, par exemple, un morceau de code d'un logiciel A et un morceau de code d'un logiciel B, et qu'il y en a un qui fait l'objet d'une licence permissive tandis que l'autre non, vous allez peut-être avoir un conflit. Donc, il va falloir s'assurer que tout est compatible. Sinon, vous pourrez vous retrouver dans l'impossibilité de distribuer le logiciel, ce qui est quand même assez embêtant. Alors, une spécificité aussi sur les logiciels, c'est plutôt au niveau de la création, là, cette fois-ci, du logiciel, la méthode agile et la méthode classique. Donc, la méthode classique, en fait, elle est tout à fait adaptée pour un projet qui est déjà entièrement défini à l'origine. Donc, on connaît déjà tous les risques, on connaît notre calendrier, on sait exactement ce qu'on veut. Donc, ça nécessite moins de nuances. Donc, on peut partir là-dessus. Donc, tout est planifié dès l'origine avec un périmètre et des exigences stables. Donc avec un cahier des charges très spécifique. Alors que la méthode agile, l'avantage, c'est qu'elle permet de s'adapter aux gros chantiers, aux gros projets. On met le client au centre, donc on communique souvent avec lui, on voit quelles sont ses attentes. Et en fait, on crée une sorte de logiciel un peu minimaliste et au fur et à mesure, comme un bracelet Charms, on ajoute des fonctionnalités sur ce logiciel. Donc voilà, en revanche, il faut faire très attention, il faut un contrat cadre, des clauses adaptées et un accord sur le budget puisqu'on a une visibilité qui est moins forte à l'origine. Et voilà, il y a un processus itératif, c'est-à-dire qu'on revoit certaines choses au fur et à mesure, notamment la relecture et l'amélioration des codes. Et on fait aussi des tests unitaires et donc ça permet d'aller plus loin avec son logiciel. S'assurer de la titularité de ces innovations et créations, évidemment, c'est très important. Donc, par exemple, si vous avez recours avec des prestataires pour créer le logo de votre société ou pour certaines campagnes marketing, il faut faire attention puisqu'en droit français, on est très protecteur des créateurs. Donc, pour que l'actif vous appartienne ensuite, il faut absolument conclure un contrat de cession de droit d'auteur qui va déterminer dans quelle mesure vous devenez cessionnaire de ce droit et dans quelle mesure vous pouvez l'utiliser. Il faut aussi faire des contrats avec les employés, donc les stagiaires et les salariés. On a aussi, au niveau du logiciel, il y a une particularité du droit français, c'est que ces droits sont automatiquement dévolus à l'employeur. Donc ça, c'est prévu par la loi, sauf évidemment si le contrat en prévoit autrement, ou sauf pour les contrats non salariés, donc ce qui va couvrir les stagiaires et les freelances. Donc là-dessus, c'est très important d'avoir les clauses adaptées pour s'assurer que le logiciel, le code, tout vous appartient une fois que la mission est achevée. Donc, en point d'attention qu'on peut vous donner, il y a la question de la typographie et des logos. Donc, par exemple, si vous utilisez un alphabet qui a été spécialement conçu pour vous, il faut donc s'assurer de la cession des droits d'auteur à votre profit. Et ensuite, pour prendre date certaine sur la création de cet alphabet, vous pouvez déposer une enveloppe solo auprès de l'INPI, ce qui permet de dater vos droits. Donc, si jamais un jour il y a un litige, vous aurez cette preuve de l'INPI qui vous dit qu'à telle date, vous avez bien déposé ce document-là. En matière de logiciel, il faut aussi vérifier la possibilité d'utiliser les bibliothèques de fonctions, ce qui n'est pas forcément autorisé à chaque fois, donc il faut vraiment faire attention là-dessus. Et une spécificité pour ceux qui envisagent de s'étendre aux États-Unis ou qui sont actifs aux États-Unis, si jamais vous voulez déposer une marque, donc évidemment, il faut faire une recherche d'antériorité parmi les marques, mais ça peut être aussi opportun de faire une recherche parmi les médicaments, donc pour s'assurer qu'il n'y ait pas déjà des médicaments avec un nom proche ou similaire, puisque le cas échéant, ça pourrait être très problématique si un médecin ou une personne venait à confondre deux médicaments parce que leurs noms sont quasi identiques. Voilà, donc faire des recherches là-dessus. Alors, comment se protéger de ces concurrents? Donc, on a un panel de possibilités.
il y a la clause de non-concurrence qui peut être envisagée. Donc évidemment, il faut qu'elle soit encadrée, donc avec une limite géographique, donc sur quel territoire cela s'applique, une limite temporelle, puisque voilà, on ne peut pas faire une clause de non-concurrence qui dure toute la vie, ce serait trop facile. Et évidemment, il faut une contrepartie financière, par exemple pour l'informaticien qui a travaillé pour vous, puisqu'il est dans l'impossibilité d'utiliser certaines choses qu'il a créées, puisqu'il y a cette clause de non-concurrence. Donc voilà, donc une contrepartie financière. On a aussi la possibilité d'avoir recours au secret des affaires ou d'avoir la clause de propriété intellectuelle par laquelle il y a vraiment une cession du droit qui est opérée. Donc on en a parlé un peu avant, ce qui permet de bien vous protéger et de vous garantir que vous êtes propriétaire sur ce qui a été créé. Alors, on a parlé un peu avant, si on peut juste retourner rapidement sur la slide d'avant, puisqu'il y avait quand même un super arrêt, ce serait dommage de ne pas en parler. Ok, c'est pas grave si ça bug. Il y avait un arrêt, donc je vais vous dire la date tout de suite, un arrêt de 2015, 15 janvier 2015, qui recouvre un peu l'hypothèse. On a travaillé avec quelqu'un, tout s'est bien passé, mais finalement les relations se ternissent par la suite. Donc on avait un professeur en médecine qui avait créé une société avec un informaticien. Donc l'un avait vraiment apporté son savoir en matière médicale et l'autre en création de logiciels. Ils ont créé des logiciels ensemble, puis ils se sont séparés. Et le médecin avait gardé la première boîte qu'ils avaient créée tous les deux. Et il y a eu un conflit ensuite entre les deux pour savoir qui était propriétaire des logiciels qui avaient été créés lors de la collaboration. Et on n'a pas considéré, la Cour n'a pas considéré que c'était l'entreprise, la première entreprise qui était propriétaire des logiciels et des codes sur les logiciels, puisqu'en réalité, il n'y avait pas d'œuvre collective parce que chacun avait eu un apport très différent. Et donc, en fait, chacun demeurait encore propriétaire de ce qu'il avait créé. Donc, c'est important voilà, de bien se couvrir par des clauses lorsque vous avez un doute sur la titularité du droit. Et je vais laisser la parole à Nathalie pour l'aspect Internet maintenant. Merci Soraya. Donc, la stratégie de protection sur Internet. Donc, comme on l'a vu, en fait, ce qui est un peu déroutant, c'est qu'en fait, pour bien se défendre sur Internet, il faut bien protéger sa marque dans le monde réel. Parce qu'en fait, cette marque, c'est une vraie force pour se défendre sur Internet, parce que tous les outils de défense sur Internet sont articulés autour soit de droits de marque, soit de droits d'auteur. Déjà, donc, au niveau Internet, naturellement, c'est l'entrée qu'il faut protéger, c'est le nom de domaine. Le nom de domaine, c'est extrêmement important. Sans nom de domaine, vous le savez, pas de site Internet, pas d'email. C'est le cœur de la communication sur Internet. Donc, il faut bien choisir son nom de domaine, bien choisir les extensions. Le .com qui reste l'extension la plus reconnue et la plus prisée, avec un marché en fait secondaire, donc de revente des noms de domaine très très important et très actif, puisque l'enregistrement de noms de domaine sur 5 lettres, 6 lettres est saturé. Mais à côté de ça, donc ça peut être un .fr, un .eu et ça peut être des points nationaux. Donc bien enregistrer les noms de domaine dont on a besoin et mettre en parallèle aussi une stratégie pour défendre sa marque sur Internet et défendre sa société. Donc, enregistrer les noms de domaine, mais pas enregistrer trop. Enregistrer ceux qu'on veut utiliser. Sinon, on dépense de l'argent pour rien. Par le passé, on avait une tendance à enregistrer de façon très, très large différents noms de domaine. Aujourd'hui, la tendance est de faire une bonne balance entre ce qu'on utilise, donc qu'est-ce qui est utile au niveau de la société et du marketing. Ceux-là, je les enregistre et je les exploite. Et le reste, je me défends. Je fais en sorte qu'un tiers ne les enregistre pas. Alors, qu'est-ce qu'on a comme situation aujourd'hui sur l'Internet au regard des noms de domaine? C'est très évolutif, ça évolue à la vitesse de l'Internet. Et donc, ce qu'on vous dit aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas la même chose qu'on vous dira demain. Et c'est vraiment pas la même chose que ce qu'on disait hier. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate un nouveau paradigme entre trois éléments. Un, les fraudes sur Internet, elles sont plus complexes, elles sont plus dangereuses, elles sont plus rapides. Deux, on a l'entrée en vigueur du RGPD et l'application qui a été faite au niveau de l'Internet par les instances en charge de l'Internet, l'ICANN, qui s'occupe de la gouvernance de l'Internet, qui a
qui fait qu'aujourd'hui, on ne retrouve plus facilement qui est propriétaire d'un nom de domaine. Ce qui fait qu'on a toute une zone où les fraudeurs peuvent agir de façon complètement anonyme et presque en toute liberté. Et 3, on a un corpus de lois et de règlements qui pèsent sur les sociétés en matière de conformité et qui doivent être respectés. Et on demande aux entreprises de veiller à limiter les fraudes, notamment sur Internet. Donc, pour pouvoir faire un peu la police du marché sur Internet, il faut connaître. Et pour connaître la situation, il faut surveiller. On surveille sa marque où le nom de société sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur les applications mobiles, pour détecter des fraudes qui peuvent revenir des marchés naturellement, également comme du phishing. On a des fraudes comme la présence de serveurs MX, donc on a un nom de domaine qui n'a pas l'air exploité, qui reproduit la marque ou le nom de la société, mais derrière, vous avez des serveurs MX configurés qui permettent de lancer des campagnes email très larges qui peuvent être très nocives pour l'entreprise. On peut avoir des faux comptes sur les réseaux sociaux, des fausses offres d'emploi, naturellement des faux sites Internet, et la fraude au président où quelqu'un se fait passer pour faisant partie de la société pour obtenir des informations, des données sensibles. Donc tout ça, ça remonte du marché, ça remonte des équipes. Il faut sensibiliser les équipes en interne, mais de façon systématique, il est recommandé de mettre en place une surveillance sur les noms de domaine, à côté de la surveillance sur les marques dont on a déjà parlé. Et si on est présent sur les réseaux sociaux et les applications, une surveillance aussi sur les réseaux sociaux et les applications mobiles. Alors, l'affaire Vinci, 22 novembre 2016, donc ça illustre bien tout ce que Nathalie vous a présenté en termes de risques sur Internet. Donc, bon, Vinci s'en souviendra éternellement, je pense. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le nom de domaine Vinci.group avait été enregistré par un tiers. Et donc, au départ, le nom de domaine n'a pas été utilisé tout de suite. Et puis, d'un coup, ça a explosé. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une diffusion de fausses informations via un communiqué de presse frauduleux. Donc, ils ont dit, enfin, le fraudeur a dit que le directeur financier de Vinci avait été licencié et qu'il y avait des irrégularités dans les comptes de Vinci. Ça a été relayé par beaucoup d'organes de presse, donc ce qui a eu des conséquences évidemment très importantes. Et donc, ce qu'on remarque, c'est que le nom de domaine reproduisait la marque Vinci à l'identique avec l'extension .group. Et comme on parle très souvent du groupe Vinci, évidemment, le nom de domaine avait l'air légitime. Et d'ailleurs, le fraudeur avait fait faire un faux site Vinci sur le nom de domaine pour que ça ait l'air encore plus légitime. Et donc, il en a résulté une chute de plus de 18% sur le marché boursier en fin de journée pour l'action Vinci. Voilà, donc, alors que si Vinci avait pris des actions immédiates contre son nom de domaine dès sa réservation, toute cette atteinte aurait pu être évitée et évidemment éviter l'impact sur le marché. Donc l'AMF évidemment n'a pas tardé à réagir par la suite. Donc il y a eu dans un premier temps des recommandations générales en termes de vigilance. Donc il faut sensibiliser toutes les équipes de l'entreprise qui sont impliquées dans le processus de gestion de la diffusion de l'information réglementée. Il faut envoyer aux diffuseurs professionnels les communiqués adressés aux agences de presse simultanément. Donc comme ça, voilà, que ce ne soit pas disparate pour avoir quand même un contrôle de l'information. En dehors de ça, communiquer autant que possible en dehors des périodes de cotation pour toujours garder la maîtrise de son image. Et enfin, mettre en place des procédures fiables qui garantissent une transmission et un accès sécurisé. En parallèle de ces recommandations générales, il y a aussi des recommandations qui sont vraiment spécifiques au nom de domaine, donc qui proviennent du guide de l'information périodique des sociétés cotées. Donc là, la dernière version date du 17 juin 2020. Donc il faut mettre en place un dispositif de veille sur les noms de domaine. Donc ce qu'on vous disait, c'est qu'il faut absolument surveiller pour connaître. Et donc voilà, c'est mettre en place une surveillance de sa marque parmi les noms de domaine. Il faut ensuite prévoir et tenir à jour une procédure d'urgence pour pouvoir réagir au plus vite, puisque si on a détecté les noms de domaine frauduleux, mais qu'on ne sait pas comment s'y attaquer, voilà, on est toujours dans la mouise. Donc il faut pouvoir réagir de manière efficace. Et il faut se tenir informé des tendances en termes de piratage pour pouvoir adapter ces dispositifs en conséquence, puisqu'évidemment, avec Internet, tout évolue très vite.
Donc, gérer sa marque sur Internet, ce n'est pas seulement la déposer et renouveler, mais c'est bien construire une stratégie. Donc, il faut investir dans une stratégie de protection et de défense et il faut anticiper, il faut prévoir. C'est une stratégie qui permet d'anticiper les atteintes. Donc, anticiper les besoins naturellement en nom de domaine. Et puis, il y a des typologies de noms de domaine qui clairement peuvent porter atteinte de façon grave à la société ou l'entreprise, qu'on peut tuer dans l'œuf très rapidement, puisqu'on les détecte par les surveillances et on peut les neutraliser rapidement, soit en coupant un site qui vient d'arriver, soit en coupant les serveurs MX. Il y a des possibilités. Donc, tout ça se définit en amont et permet de montrer qu'on a une politique de conformité, notamment sur les noms de domaine. Même chose aussi pour les réseaux sociaux. L'idée, c'est aussi de tenter d'anticiper. On ne peut pas anticiper toutes les situations, mais il y a des situations qui peuvent être réglées en amont, ce qui permet à la fois de défendre l'entreprise, mais également les dirigeants et les consommateurs. Donc, la stratégie aujourd'hui, une bonne stratégie en matière de nom de domaine, elle doit tenir compte à la fois de comment on gère le risque, on l'appréhende, il y a des situations qu'on connaît, on sait qu'elles sont dangereuses et on sait comment y mettre fin. Nom de la société plus groupe avec des serveurs MX configurés, on sait que c'est quelque chose qui peut être très nocif. Et en même temps, on veut éviter les pertes business. Donc, pourquoi on parle d'éviter les pertes business? C'est parce qu'en fait, on sait que et les sondages montrent qu'un internaute qui a été trompé parce qu'il est venu sur un faux site, dans plus de 20% des cas, ne reviendra pas sur la marque ou perdra confiance dans la société ou dans la marque. Donc, il y a un vrai impact des faux sites sur le business et sur la confiance. Confiance investisseur, confiance client. Et pour éviter ce risque, c'est à l'entreprise de prendre les devants pour se défendre et défendre derrière tout cela à la fois les consommateurs, les patients, les investisseurs et également les membres dirigeants de la société. Donc, pour se défendre, il faut être aussi vigilant parce que sur Internet, il ne s'agit pas de taper fort et de avoir un retour de bâton important parce que le bad buzz, en fait, la réputation est extrêmement importante. Et en agissant, il faut agir vraiment en adaptation avec l'Internet pour que l'action que l'on va engager ne se retourne pas contre l'entreprise parce qu'il y a un tollé des internautes qui disent mais pourquoi est-ce qu'on m'attaque, etc. Donc, ça nécessite une vraie stratégie très fine avant chaque action. Que ce soit même pour des faux sites, que ce soit pour des faux comptes sur les réseaux sociaux, il faut vraiment anticiper et avoir une vraie vision de l'effet que peut avoir une action. Donc, pour se défendre, en fait, on a différents types. Comment on fait? Bon, on met en place la surveillance sur les noms de domaine, sur les marques aussi, sur les noms de domaine. Donc, on va détecter les atteintes. On va réagir très vite quand on sait qu'on peut les neutraliser. Lorsqu'on a des situations plus complexes, on va faire une étude à la fois technique et juridique. Et on va pouvoir engager différentes actions comme bloquer un nom de domaine, obtenir le transfert du nom de domaine, demander la divulgation des données du déclarant. On sait que ça peut être compliqué maintenant avec l'application des règles du RGPD par les instances de l'ICANN qui dirigent l'Internet. On peut obtenir la désactivation d'une page. Donc, chaque cas ne se ressemble pas et va être adapté. L'action va être adaptée à la fois à la situation et à l'effet que ça peut avoir sur l'Internet. Voilà, donc je pense qu'on a été pile poil dans le temps imparti. On espère que ce webinaire vous a été utile. Peut-être vous avez des observations, des questions. N'hésitez pas à nous contacter à ce sujet. En tout cas, on vous souhaite une très très belle après-midi et portez-vous bien ainsi que vos proches. Et merci pour votre attention et à bientôt. Au revoir.